Bonjour tout le monde, bienvenue à cet Informagro. Aujourd'hui, on reçoit David Duchesneau de Nielsen IQ. Bonjour David. David va Salut. venir, comme vous l'avez vu dans le titre de la présentation, venir nous faire un survol de l'industrie alimentaire québécoise et des opportunités pour les marques locales. Sachez que la vidéo d'aujourd'hui, le webinaire est enregistré. Il sera disponible en différé sur notre page web, pardon, dans la section Informagro. Vous pouvez également y consulter là, les différents autres webinaires qui ont été réalisés jusqu'à présent dans la série Informagro. Il y en a une quinzaine qui sont disponibles jusqu'à présent, mais il y en aura davantage. Peut-être qu'au moment où vous l'écoutez, il y en a déjà d'autres qui sont disponibles. D'ordinaire, on est capable d'avoir le webinaire en direct sur Facebook. Il semble y avoir des petites difficultés techniques, mais bref, ce sera aussi disponible sur notre page Facebook. Je vous invite à garder vos caméras, votre son fermé. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Donc, David pourra y répondre à la fin de la présentation si elles n'y ont pas déjà été répondues. Pour moi, ça complète le tout. Fait que je vais laisser la parole à David et à sa présentation. Au plaisir et bon webinaire. Good. Merci Isabelle. Bonjour tout le monde. Je suis bien content d'être là aujourd'hui pour faire un petit survol un peu de ce qui se passe dans le marché, tant au niveau des ventes que de ce qui se passe avec les consommateurs. C'est quoi qui se passe avec justement avec leur comportement d'achat, une question qu'on se pose tous. Je vais partager mon écran, puis s'il y a quelqu'un qui peut me faire juste un petit thumbs up pour être sûr qu'on le voit bien, ça serait super apprécié. Ça a l'air de fonctionner. Super. Merci Elodie pour le thumbs up. Euh, Rapidement, avant de commencer, Nielsen IQ, c'est quoi? Bon, en bref, en très bref même, on est une compagnie mondiale qui de mesure d'analyse de données pour pouvoir offrir une vue vraiment 360 sur le consommateur et justement ses achats. On est présent dans à peu près 90% du monde, dans plusieurs pays, pour la vaste majorité des produits que vous retrouvez en tablette. La façon qu'on peut mesurer des chiffres de vente ou un comportement de consommateur, c'est avec des ententes avec les différentes bannières d'épicerie, de pharmacie, différents types de magasins, mais aussi avec un panel de consommateurs. Donc, par exemple, au Canada, on a un panel d'à peu près 14 000 foyers canadiens qui sont représentatifs de la population. Et avec toutes ces données-là, on est capable vraiment de développer des outils 360, que ce soit de comprendre qu'est-ce qui est vendu en magasin, mais aussi comprendre les parts de portefeuille des consommateurs, qu'est-ce qui est dépensé où, c'est quoi la fréquence d'achat même. Tous les outils ou les questions qu'on se pose, on se demande si c'est disponible ou qu'est-ce qui peut nous aider avec, avec notre business. Euh, on est présent dans plusieurs catégories, plusieurs industries, mais on est pas mal le standard en alimentation. Comment qu'on peut aider les PME? Parce que comme vous le voyez avec la page couverture ici, moi je suis en charge de toute l'aide du Canada pour les PME. Donc, toutes les PME au Québec et dans l'Atlantique peuvent me contacter si ont des questions par rapport à leurs produits ou à leur environnement compétitif, juste mieux comprendre c'est quoi qui se passe. Donc, ça va me faire plaisir de vous aider avec ça. Comment qu'on peut vous aider? Ben, c'est justement avec de l'information qui est fiable, des données de vente qui se passent directement en magasin. On a plusieurs différentes solutions. On a des choses plus poussées comme des simulateurs. On peut avoir des modèles poussés pour comprendre l'impact d'un changement de prix sur nos ventes, par exemple. On peut voir l'assortiment en tablette, voir c'est quoi l'impact de retirer complètement un produit, c'est qu'est-ce qui se passe avec son volume, mais aussi juste savoir, bon, quel produit vend pas, vélocité, prix moyen, etc. C'est le genre de choses qu'on peut faire. Donc aujourd'hui, c'est pour commencer la présentation. Aujourd'hui, je voulais vraiment faire un survol de ce qui se passe au Canada, oui, mais au Québec, comme je disais, de se concentrer sur le consommateur. Puis, euh, comme vous en doutez, pas mal partout dans le monde, on ressent une pression euh, en tant que consommateur. Donc, que ce soit l'inflation ou certaines pénuries on est vraiment serré de partout.
les consommateurs commencent à être de plus en plus stressés, commencent à calculer de plus en plus, puis ça impacte vraiment ce qui se passe en magasin. Par contre, faut pas vraiment sous-estimer les consommateurs qui sont de plus en plus résilients. On le sait, dans les 3 dernières années, il y a eu énormément de changements, on l'a tous vécu. On trouve tous, en tant que consommateurs, des différentes façons de naviguer là-dedans. Rapidement, si on regarde l'inflation euh, dans le monde et au Canada, on voit qu'on a atteint un énorme pic en 2022. Ce pic-là, évidemment, est en train de ralentir. Le Canada se situe en dessous de la moyenne mondiale, qui est quand même une bonne nouvelle. On a atteint des niveaux records, évidemment, mais la bonne nouvelle, c'est que pour la fin de 2023, 2024, on se dirige vers un portrait un petit peu plus rose. Mais cette décélération-là ne veut pas nécessairement dire un déclin parce que les prix vont continuer d'augmenter, mais ça va être plus lent que ce qu'on a vu dans la dernière année ou les 2 dernières années. Il faut juste rester à l'affût dans le marché pour voir c'est quoi qui se passe. Quand je disais que les consommateurs sont plus calculateurs, ben, on a les chiffres ici. Donc, 37% des consommateurs canadiens disent que leur situation financière s'est détériorée cette année. Donc, on est impacté de plusieurs façons différentes, que ce soit le ralentissement économique ou surtout l'augmentation du coût de la vie. 87% des consommateurs disent qu'ils sont moins bien nantis à cause de la hausse du coût de la vie. Euh, il y a aussi certains consommateurs qui sont encore impactés des changements qu'il y a eu à cause de la pandémie, même si ça fait quand même un certain moment. Il y a 18% des consommateurs qui sont encore impactés des effets de la COVID. Euh, Quand on regarde le Canada face au monde, c'est toute province évidemment confondue, les Canadiens sont nerveux par rapport à leur situation personnelle. Comme les Espagnols, 87% des Canadiens disent que leur situation financière s'est détériorée à cause de l'augmentation du coût de la vie. On est un des pays que c'est le plus élevé dans le monde. Mais après ça, quand on regarde le niveau d'inquiétude par rapport à tout ça, on est le premier pays au monde. Les Canadiens sont vraiment préoccupés à cause du prix des denrées alimentaires, de ce qui se passe en épicerie. Ça amène justement beaucoup de stress, beaucoup de calculs, beaucoup d'épargne. Surtout, on va le voir plus loin dans la présentation des stratégies que les consommateurs vont employer. Mais reste que le prix en épicerie, c'est vraiment quelque chose qui nous trotte énormément dans la tête. À 52% versus une moyenne mondiale de 38, c'est quand on regarde les 10 principales raisons de notre stress ou de nos préoccupations, ben on le voit seulement 15% au niveau de l'augmentation du prix des services publics, transport, logement. C'est sûr que cette étude-là a été publiée à la mi-année. Euh, on s'attend probablement en début d'année prochaine, lorsque le rapport de l'année complète va sortir, qu'il y a certains chiffres là-dedans qui vont changer. Parce qu'évidemment, la situation change tout le temps. Mais reste que la hausse du prix en épicerie, le prix en tablette, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment présent, puis on croit qu'il va rester présent dans nos têtes encore pour un petit moment. Quand on regarde les prix en épicerie, puis on regarde les différents départements, on voit que par rapport à la moyenne, toute catégorie confondue des biens de consommation, la moyenne d'augmentation ou d'inflation, je devrais dire, le prix est de 7%. Quand on regarde au centre du magasin, comme les aliments préparés, la confiserie, les breuvages, tout ça, au-dessus de la moyenne. Quand on regarde tout ce qui est produits ménagers, c'est la marchandise générale, ce qui est pas mal autre, on est aux alentours de la moyenne. Mais quand on regarde ce fameux 7%-là, ce qui est en dessous, euh, le délit, donc tout ce qui est préparé, les fruits et légumes, viande et fruits de mer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'augmentation non plus. Ça ne veut pas dire que les prix ne sont pas nécessairement élevés, mais là, on regarde par rapport à l'année passée. Le portrait que vous voyez ici, c'est le portrait qu'on avait fait au courant de l'été.
mais pour avoir sorti les chiffres récemment, il n'y a pas eu d'énormément de changements. Donc, l'inflation au niveau toute vente capturée est encore à 7%. Le centre du magasin a encore une inflation qui est plus haut que la moyenne. Donc, le portrait que vous voyez ici est encore d'actualité. Et quand on regarde cette inflation-là, comment que ça s'est divisé dans l'année par mois. Donc, vous voyez le portrait à gauche, le Canada comparé au Québec. Portrait beaucoup plus rose dans les 2 derniers mois au Canada. On le voit que oui, au mois d'août, qui est la P8, ici, il y a eu une certaine augmentation au Québec pour que l'inflation se situe aux alentours du 7%. Mais on voit que dans les 2 derniers mois, on a une belle décroissance au niveau de l'inflation. Puis l'inflation ici est calculée en regardant le changement du volume en dollars versus le volume physique, le tonnage qu'on appelle. C'est quoi les changements? Et quand on regarde, on a beaucoup parlé de la pandémie en 2021, 2022. Il y a eu énormément d'hausses de prix. Il y avait moins de promotions, il y a eu des changements de prix, il y avait beaucoup de pénuries, l'impact sur les prix. On voit que dans les dernières semaines, les derniers mois, c'est assez stable. On est aux alentours de 13 à 15% de différence, mais c'est encore le cas cet automne, mais ça reste quand même une augmentation assez importante par rapport à il y a 2 ans. Et quand on se compare, on se console un peu, l'inflation du Canada se situait à 7%, mais quand on regarde ailleurs dans le monde, aux États-Unis, on est à 9%, en Espagne à 10%, Angleterre 13%, Allemagne 13%, Italie, etc. Tout ça remet les choses en perspective, mais reste que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pour le moins inquiet de ce qui se passe dans notre pays. C'est sûr, quand on regarde les nouvelles, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de changements dans le marché. Il y avait eu beaucoup de pénuries, mais là, il y a certaines nouvelles qui sont plus ou moins bonnes pour les mois à venir. Euh, les changements climatiques ont leur impact sur ce qui se passe dans l'industrie alimentaire. Le prix du sucre qui a été annoncé au mois de juillet, le prix du sucre augmente en raison de la chaleur extrême. Moi, personnellement, une des nouvelles qui m'a vraiment surpris, c'est l'Inde qui a lancé une interdiction d'exporter le riz. Donc ça ouvre vraiment les yeux que là, on commence à faire face à des problèmes mondiaux avec les changements climatiques. Si on revient à l'interne au Canada, euh, les Canadiens sont confiants pour le reste de l'année? Il y a seulement 27%, une personne sur quatre, qui pense que sa situation va s'améliorer d'ici la fin de l'année. C'est assez parlant de voir que les gens sont plus ou moins optimistes pour le reste de l'année. Puis ça, c'est peut-être un graphique pour ceux qui ont déjà participé à des webinaires qu'on a fait dans le passé. C'est un graphique qu'on a publié pendant la pandémie euh, quand on se penchait sur les consommateurs. Donc, de gauche à droite, on le voit, on a classifié les consommateurs comme ceux qui étaient vraiment en difficulté, des strugglers, jusqu'à ceux, les thrivers, qui s'épanouissent, si on peut dire ça. On le voit vraiment qu'il y a une énorme proportion de consommateurs qui sont prudents. Donc, dans le centre en jaune, c'est les consommateurs qui sont prudents. Euh, on le voit au début de la pandémie, il y avait plusieurs consommateurs qui avaient été plus impactés des effets de la pandémie, euh, qui sont plus vulnérables aussi à l'inflation. Donc, les strugglers, c'est ceux qui sont en difficulté par rapport à la situation dans le marché. Même chose, les rebounders, c'est ceux qui sont en train de reprendre le dessus. Mais comme vous voyez, les consommateurs vulnérables, ça représente encore une fois une bonne proportion du marché. Quand on a fait notre sondage à la mi-année, euh, c'est quasiment c'est 9 personnes sur 10 qui nous ont dit qu'ils allaient prendre des décisions, qu'ils allaient mettre en place des stratégies pour améliorer leur situation financière. Quasiment la moitié des gens disaient qu'ils allaient réduire leurs dépenses dans la mesure du possible, se concentrer seulement sur l'essentiel. Euh, dans le même pourcentage, les gens disaient qu'ils vont modifier leur façon de magasiner. On le sait, pendant la pandémie, il y a plusieurs personnes qui se sont tournées vers le one-stop shop.
on ne pouvait pas faire deux, trois épiceries comme avant pour magasiner les meilleures aubaines. Mais là, cette tendance-là commence à revenir un petit peu pour vraiment magasiner les prix qui sont les plus avantageux pour ultimement respecter un budget qui est plus limité. Quand on regarde les stratégies pour épargner, pour mieux gérer son budget, euh, on pense tout de suite aux promotions. Donc, acheter plus en promotion, acheter le produit le moins cher, c'est toutes les stratégies que les consommateurs vont avoir en tête euh, pour épargner pendant leur magasinage, que ce soit à l'épicerie ou autre. Surveiller le coût de l'ensemble de mon panier. En général, on parle de 4-5 stratégies différentes que les consommateurs vont utiliser, que ce soit en promotion ou juste de changer de marque aussi. Ça commence à faire partie des stratégies que les gens vont employer. Puis, les deux premières stratégies qu'on va avoir pour épargner, c'est regarder les circulaires, regarder les promotions, que ce soit des promotions circulaires ou des promotions de longue durée ou des rabais gérants même. Les circulaires, ça reste important pour les consommateurs. C'est près de 60 des consommateurs canadiens qui vont lire les circulaires au complet pour plusieurs magasins. Donc, ça justifie encore l'importance des circulaires. Puis on le voit que dans la dernière année, le pourcentage des items qui sont vendus en promotion est en augmentation. Toutes catégories confondues, évidemment, il y a des catégories que ça se vend à 80 en promotion, il y en a que c'est plus 20 ça va varier, mais en moyenne, on est aux alentours de 55 même chose pour les bannières à escompte versus les bannières conventionnelles. Quand je dis bannière à escompte, évidemment, on va penser à Super C, Maxi versus Métro, IGA pour les bannières conventionnelles. Et on regarde dans les différentes provinces au pays, le Québec reste une région qu'il y a le plus de ventes faites en promotion comparé à partout ailleurs au pays. Et quand on revient à ces promotions-là, les circulaires, les Canadiens les utilisent encore. Puis c'est la raison principale pour quasiment le trois quarts des acheteurs pour la planification des dépenses. Euh, Indépendamment de si les gens regardent les circulaires papier ou juste en ligne, c'est quasiment le deux tiers des personnes qui regardent les deux types de circulaires. Le papier n'est pas nécessairement mort. Personnellement, j'aime bien ça, recevoir les circulaires papier, faire le tour, voir c'est quoi qui se passe. Mais reste que c'est le trois quarts des Canadiens qui ont utilisé les circulaires imprimés. C'est la majorité des consommateurs qui consultent ces circulaires-là. Donc, ça a toujours son importance. Plus d'une personne sur trois va utiliser ces circulaires-là pour comparer entre les différents magasins. Donc, si vous avez une offre dans plusieurs types de magasins, donc c'est super. Donc, évidemment, on essaie de pas céduler des promotions en même temps dans différents types de magasins, mais c'est sûr que les gens vont comparer pour voir s'il y a une offre plus intéressante dans une autre bannière en même temps pour trouver le meilleur prix pour un item. C'est plus de la moitié des gens qui vont faire avec des circulaires électroniques pour magasiner la meilleure aubaine. Quand on parle des différents types de magasins, que ce soit des magasins à escompte, des magasins à 1 même, les consommateurs essaient de s'adapter. Ils vont commencer à magasiner à d'autres endroits, vont essayer de trouver leur compte. Et comme on le voit ici, ça change à cause de ça. Donc, les clubs entrepôts, c'est assez stable. Il n'y a pas eu de plus de ventes unitaires qui a été faite dans les 12 dernières semaines dans les clubs entrepôts, mais c'est beaucoup plus dans les magasins 1 les magasins, les super escomptes, que là, il y a plus de ventes unitaires qui ont été faites, mais c'est la majorité des différents réseaux qu'on voit un déclin en unité. En pharmacie, les bannières conventionnelles, magasins de bureau même, c'est vraiment là que voit une plus grande décroissance. Et c'est quelque chose qui se traduit aux consommateurs. On le voit, les prix augmentent, mais le niveau unitaire va diminuer. Les gens dépensent plus, mais ils mettent de moins en moins d'items dans leur panier.
il y a probablement un shift ou une transition vers des formats plus gros. Donc, si on prend un format plus gros, on prend moins d'unités individuelles. Ça peut être une raison. Mais évidemment, le prix reste toujours un impact important. Les consommateurs, en général, vont garder leurs dépenses par visite stable en magasin. Le panier ou le dollar dépensé par visite va se situer aux alentours de 50-51 dollars. Ça n'a pas varié énormément dans la dernière année. Euh, on le voit à droite, les dépenses dans les différents réseaux, ça a changé. Donc, les marchandiseurs de masse en haut, ça, c'est Walmart. Les magasins 1 dollar, c'est, comme on l'a vu à la diapo précédente, c'est là que vraiment les ventes unitaires augmentent, les dollars aussi augmentent par visite. Mais les unités, comme vous le voyez à gauche, c'est vraiment, je ne veux pas dire en chute libre, mais c'est en bonne décroissance. Donc, on réduit le nombre d'items qu'on achète et c'est une tendance assez similaire dans plusieurs réseaux. Quand on regarde les consommateurs, oui, on prend moins d'unités, on a plusieurs stratégies différentes, que ce soit de magasiner les aubaines, mais le tiers des consommateurs vont acheter juste l'essentiel. Euh, oui, il y a de l'insécurité alimentaire et de plus en plus, un fléau qui va affecter les détaillants, c'est le vol de produits alimentaires. Le prix qui change et qui augmente, ça fait 3 ans, les consommateurs commencent à être à bout de souffle de s'adapter. Euh, c'est quasiment 8 personnes sur 10 qui, dans les 3 derniers mois, vont se concentrer pour acheter juste l'essentiel, juste ce qu'ils ont besoin, pas nécessairement de petits plaisirs. C'est vraiment une tendance qui s'étire, se poursuit pour tirer le maximum du budget disponible. Et au début de l'automne, donc ça, on a les chiffres des 3 derniers mois au début de l'automne. Euh, les ventes unitaires sont en chute pour plusieurs départements. On le voit à droite, il y a pas mal de rouge. Et si on regarde les départements qui ont vu une croissance unitaire, quand on parle d'une vente unitaire, on peut parler d'une boîte, un sac, une bouteille, une canne, etc. Mais quand on a une croissance de 1%, c'est pour ça que je l'ai encerclé ici. Donc, on est pas mal stable. 1%, ça peut représenter quand même beaucoup d'unités, mais reste que oui, c'est une croissance, mais c'est une croissance assez minime pour les départements que vous voyez ici. Le HMR, pour ceux qui ne sont pas familiers, ça, c'est le prêt à manger ici. Mais vous voyez, la majorité des catégories ou des départements, je devrais dire, affichent une bonne décroissance. Le portrait a quand même changé versus les 3 mois d'été. Il y a plusieurs catégories qui étaient stables ou qui étaient même en croissance, qui sont maintenant en bonne décroissance. Je pense notamment aux soins pour bébés qui, pendant l'été, avaient vu une belle croissance, mais reste que ça, c'est versus l'année passée. Donc, la période estivale, c'est peut-être une période plus tranquille l'année passée pour ces différents départements-là, mais au niveau de l'automne, le portrait a changé pas mal. Puis les baisses qu'on voit, la question de la pandémie revient souvent, puis les baisses qu'on voit ne sont pas une conséquence de la pandémie. Ça a commencé à se produire pendant l'été l'année passée, en 2022, quand que là, on va dire, on a eu plus de permissions, les restaurants étaient rouverts, il y avait pas mal plus d'activités possibles. Mais cette année, les Canadiens achètent vraiment de moins en moins d'unités dans les réseaux, les canaux qu'on mesure avec nos solutions. Quand on parle des habitudes, les restaurants qui ont ouvert, les habitudes de consommation, avec notre division CGA qui capte ce qui se passe dans les bars et dans les restaurants, on s'est penché sur cette question-là. Il y a 31% des gens qui ont sorti plus souvent dans les bars et les restaurants. Il y a 21% qui ont sorti moins souvent. Mais il y a à peu près la moitié des gens qui ont sorti comme d'habitude au courant de l'été. Si on se penche sur les raisons, pour ceux qui ont décidé de sortir plus, la période de l'année, il y avait plus d'événements, j'avais le goût de me gâter, etc. Ça, c'est assez consistant, c'est assez en ligne avec justement l'été. Il fait beau, qu'est-ce qu'on a le goût de faire? On a le goût de sortir, on a le goût de voir notre famille, on a le goût de voir nos amis.
Donc, il y a plus d'occasions nécessairement pour aller dans les bars et les restaurants. Mais ceux qui l'ont fait moins, donc c'est pour des raisons plus rationnelles, moins émotives, c'était l'augmentation du coût de la vie. On surveille plus les dépenses, j'ai moins de revenus. Euh, les prix ont vraiment changé, c'est plus cher. Donc, je fais vraiment plus attention à mon budget. Faire attention à notre budget, oui, surveiller les dépenses en restaurant, oui, regarder les circulaires, mais il y a beaucoup de choses qui se passent avec les marques privées. Vous en avez probablement entendu parler. Ça reste une intéressante façon d'économiser. Euh, Historiquement, ce que vous voyez à gauche, c'est la répartition des ventes, marques nationales, marques privées. Euh, Cette proportion-là de 79-21, c'est le standard. C'est assez stable dans le temps, ça va varier de quelques points, mais on le voit que dans les 3 derniers mois, il y a vraiment un avantage au niveau des marques privées. Euh, dans les réseaux que ça se passe mieux, c'est dans les bannières conventionnelles à un niveau national. On voit qu'au Québec aussi, la marque privée gagne de plus en plus en importance. Un point que je veux soulever ici, c'est au Québec, on voit que le chiffre de la proportion des marques privées est vraiment plus bas. Ça, c'est à cause de la répartition des bannières de Loblaws, qui est moins forte qu'ailleurs qu'au pays. Puis ça vient diluer un peu notre pourcentage, mais reste que euh, ça a son lot d'importance pour notre province. Quand on regarde les différents départements que la marque privée est vraiment importante en termes de vente. Ce que vous voyez ici, c'est en ordre de vente, donc les produits réfrigérés, les produits laitiers, c'est le département qui a le plus de ventes unitaires comparé aux autres départements de marque privée. Mais à l'intérieur de ce département-là, il y a seulement 22 des ventes qui sont faites qui sont pour la marque privée. C'est un peu compliqué, mais reste que le département qui se fait le plus de ventes de marques privées en termes de pourcentage, c'est les produits de papier. Ça continue d'augmenter. Donc, c'est une façon de se tourner vers des produits de marque maison et encourager les bannières pour ça. On le voit, il y a vraiment eu un bon shift de vente qui s'est fait avec plus de 2 de part de marché qui s'est gagné. Mais reste, on le voit, il y a 3 des 5 départements les plus importants: produits réfrigérés, laitiers, les snacks, les pains, que là, la marque nationale a gagné en importance au début de l'automne. Les marques nationales, qu'est-ce qu'ils font? On a parlé des promotions. Là, on commence à utiliser de plus en plus de promotions pour regagner des parts de marché. C'est le cas pour, comme je disais, les produits réfrigérés, les snacks, pour regagner le terrain sur les marques privées. La promotion va toujours rester un, un outil intéressant pour plusieurs départements. Comme je disais au début, il y a des départements qui vont se vendre moins en promotion, comme à 20 il y en a, ça va être 50, il y en a, ça va être 80. L'important, c'est de voir la valeur de ça, et surtout de bien le planifier pour que ça soit logique. Chez Nielsen IQ, on pense vraiment que cette croissance-là au niveau des marques privées va continuer. Euh, on pense que c'est des produits qui sont de plus en plus de bonne qualité comparé à ce qu'on avait il y a 15-20 ans. Euh, c'est plus de la moitié des Canadiens qui pensent que les produits de marque maison ont un bon rapport qualité-prix. Presque dans la même proportion, les Canadiens pensent que c'est une bonne alternative aux marques. Euh, il y a une personne sur 3 qui va penser que certains produits de marque privée sont de meilleure qualité ou même qualité que ceux de marque nationale. Mais reste que c'est l'option que les gens envisagent. Mais il y a très peu de consommateurs au pays qui pensent, qui ont une mauvaise opinion, une mauvaise perception des marques privées. 17 des Canadiens pensent que les marques privées sont vraiment destinées aux personnes qui ont un budget plus serré ou qui veulent vraiment économiser. 13 personnes des gens vont acheter des marques privées s'ils n'en trouvent pas d'autres, si c'est la seule option. Et 11 ça c'est intéressant, 11 des Canadiens pensent que les marques privées ont un emballage bon marché ou en bon français cheap, ce qui les décourage d'en acheter. Pour avoir vu la progression dans les dernières années, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui est fait au niveau des manufacturiers pour avoir un beau packaging de marques privées pour sortir du lot. Euh,
Donc, je pense que ce pourcentage-là va continuer de diminuer. Quand on se concentre sur les consommateurs et leur utilisation, le pourcentage de leur budget qui est consacré aux marques privées, ici, j'ai essayé de franciser la diapo le plus que j'ai pu, mais c'est un peu difficile. Donc, à gauche, vous avez les consommateurs ou les acheteurs très légers de marques privées et on se dirige vers la droite, vers les gros usagers ou les gros acheteurs de marques privées. Puis on le voit ici, c'est 50% des consommateurs qui consacrent plus de 20% de leur budget aux marques privées. C'est ces utilisateurs-là qui voient la plus grosse croissance versus 2021. On parle de 7% de plus qu'il y a 2 ans. Donc, les gens se tournent vraiment vers des marques privées qui dépensent une bonne portion de leur budget à ces produits-là. Les raisons pourquoi les gens se tournent vers les produits de marque privée, ce qui vient premier en tête, évidemment, c'est un prix inférieur. Euh, En solde, il y a aussi la qualité, ce qui est ce qui est un bon enjeu, ce qui est une qualité importante de ces produits de marque maison-là, c'est que c'est de qualité équivalente aux marques nationales. Fait qu'on voit, il y a plusieurs raisons qui gagnent en popularité pour les raisons d'acheter des marques privées. Donc, c'est quelque chose à garder en tête lorsque nous, on va prévoir ou on va planifier nos initiatives en magasin, de prendre en considération que les consommateurs ils ont des bonnes raisons d'acheter des produits de marque privée. Il y en a de plus en plus qui regardent ces options-là. Donc, on va essayer de sortir du lot de plusieurs façons différentes. Les magasins à escompte, ils ont progressé dans plusieurs départements différents, sauf les cosmétiques. Donc, quand je disais, avant, on essayait de s'en tenir au magasin qui était, ou à l'épicerie qui était le plus proche de chez nous. On magasinait moins les aubaines, on magasinait moins les prix. Les gens se tournent vers les escompteurs, comme j'ai dit, et on le voit, il y a vraiment des grosses croissances de parts de marché pour les bannières à escompte, notamment dans les besoins pour animaux, les marchandises générales, les soins pour bébés. Dans l'alimentaire, c'est assez stable, on le voit, la proportion reste la même. Il y a certaines croissances dans les fruits et légumes, par exemple, dans la viande transformée, les snacks. Donc, comme on l'a vu plus tôt, il y a vraiment une transition vers ces escompteurs-là. Donc, encore une fois, lorsqu'on essaie de rentrer notre assortiment ou qu'on essaie d'étendre notre gamme à d'autres types de magasins, il faut prendre en considération cette transition-là. Donc, pour terminer, on essaie toujours de finir nos présentations, nos webinaires avec des prédictions ou avec un peu notre feeling pour les prochains mois, la prochaine année. Je vais aussi parler de la période des fêtes qui s'en vient avec une petite diapo. Mais ce que vous voyez ici, c'est pas nouveau, ça va tout sonner des cloches. L'inflation. C'est sûr que on essaie de gérer nos prix de la meilleure façon possible. C'est quelque chose que, en tant que manufacturier, on essaie de faire de plus en plus. Puis, avec des consommateurs qui sont moins optimistes, qui sont plus stressés, qui calculent plus, ça va être un peu difficile de, 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 de garder leur attention. Donc, il va vraiment falloir avoir en tête comment le consommateur pense, c'est quoi les stratégies qu'ils veulent mettre en place pour gérer leur budget. Il y a plusieurs marques devant eux en tablette, que ce soit des marques privées ou des marques de la compétition, qui vont avoir des bonnes stratégies, que ce soit des réductions de prix ou des étalages, etc. Mais les baisses de volume qu'on a vues, ça indique que les consommateurs sont moins connectés, sont moins fidèles aux marques qu'ils achetaient avant. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut sacrifier euh, une croissance à long terme ou un bon plan à long terme pour avoir des gains à court terme ou des gains de marge, etc. Il faut vraiment penser plus à long terme puis avoir un regard plus optimiste sur ces volumes-là en prenant en considération les 4 autres points que vous voyez ici. Puis pour les fêtes, pour terminer, c'est
c'est sûr, on regarde le consommateur, je l'ai répété plusieurs fois, il essaie de s'adapter. Euh, Là, il y a vraiment un clash entre ce que je veux et ce que je peux me permettre, ou ce que je devrais dire. Les consommateurs vraiment vont essayer de s'en tenir. euh, il y en a qui vont essayer d'épargner, vont s'en tenir au strict minimum. Pour les fêtes, il y en a d'autres qui, justement, c'est la période, on va se gâter, on va se faire un plaisir parce que là, l'année a été difficile puis on ne s'est pas gâté. Euh, Encore, il y a toujours des gens qui vont rechercher les aubaines. Puis, vu que c'est la période, il y a plus de dépenses, il y a plus d'événements. Là, on va mettre les bouchées doubles pour plus magasiner et épargner plus pour justement les fêtes et maximiser notre budget. Il y en a d'autres aussi qui vont se dire, bon, ben, le but, c'est de se rassembler, c'est pas de se faire des cadeaux à pu finir. Le but, c'est d'être ensemble, d'en profiter, d'avoir des beaux événements en famille, entre amis. Euh, mais pour ceux qui vont rechercher des aubaines, qui vont magasiner, il va y avoir ce clash-là entre les marques nationales, les marques privées. C'est souvent une période qu'on va avoir du branding festif. Il va y avoir des étalages, donc il va y avoir vraiment des options que les consommateurs vont pouvoir hésiter à acheter pour servir lors de leurs événements. Il y a aussi la mentalité de less is more que j'ai tenté tant bien que mal de traduire. Euh, que les gens, oui, dépensent euh, plus pour moins, comme on l'a vu plus tôt dans la présentation, mais les gens magasinent plus en ligne, magasinent, oui, en personne, mais c'est ça, les habitudes omnicanales que vous voyez ici, plusieurs canaux. Euh, donc, on va avoir ce minimalisme-là de s'en tenir de faire plus avec moins, autant pour les fêtes que dans les mois à venir. Euh, Ça conclut ma présentation. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations. Des fois, ça peut même être étourdissant. Euh, Sachez que toutes les questions que vous pouvez avoir sont légitimes. Euh, Puis, comme je dis, dans les prochains mois, ça va être vraiment intéressant de voir comment que les différents portraits ou les différents prix, les différents volumes entre les départements ou même les différents types de magasins vont évoluer. C'est sûr que c'est pas évident à prévoir, mais on essaie toujours de mettre notre grain de sel, puis avec une petite pointe d'optimisme aussi pour encourager nos manufacturiers. Merci beaucoup, David. Très intéressant.